À la table du dîner, j'ai exprimé mon désaccord avec ma belle-mère. Et mon mari m'a immédiatement giflé le visage. J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai déclenché une chaîne d'événements qui allait plonger toute sa famille dans un chaos absolu. La violence dévastatrice infligée par l'homme avec qui je partageais mon lit s'est produite au beau milieu d'un dîner familial. Ce seul coup n'a pas seulement cassé 2 de mes côtes, mais a également complètement brisé les 3 années d'humiliation endurées dans mon rôle de belle-fille. Serrant ma poitrine palpitante et goûtant le sang de ma lèvre éclatée, je n'ai versé aucune larme de faiblesse. J'ai calmement fait mes bagages avec les 5 objets les plus cruciaux, arboré un sourire amer. Et je suis sorti par cette porte, tirant ma valise, en gardant ma dignité parfaitement intacte. Seulement 15 minutes plus tard, le hurlement perçant des sirènes de police a déchiré le silence de la nuit, résonnant à travers notre complexe de condominium de luxe dans le Gold Coast de Chicago. C'était le moment où ma contre-attaque juridique précise a commencé à prendre effet, lançant un cauchemar pour toute la famille de mon mari et forçant mon agresseur à payer le prix le plus sévère possible. C'était la fin de l'hiver et un vent glacial venant du lac Michigan battait les fenêtres de notre condo au 15e étage. À l'intérieur, le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. De la vapeur s'élevait encore du dîner sur la table, mais mon âme était froide depuis longtemps. Au cours des 3 dernières années passées au sein de cette famille inconnue, je m'étais habitué à ces repas amers. Assise en tête de table, ma belle-mère, Margaret, utilisait sa fourchette pour placer le morceau le plus succulent de côte de bœuf premier choix dans l'assiette de mon mari Julien. Elle souriait chaleureusement, disant à son fils qu'il devait manger plus pour garder ses forces au travail. Puis elle a tourné la tête vers moi, et ses yeux sont instantanément devenus froids et tranchants. Elle a tapé son couvert sur la table, s'est éclairci la gorge, et a commencé son répertoire habituel de réprimandes. C'était exactement le même sujet qui m'avait tourmenté pendant 1000 jours. Elle a claqué la langue et m'a réprimandé avec un mépris absolu. Elle se plaignait que cela faisait 3 ans depuis le mariage, et qu'il n'y avait toujours aucune nouvelle d'un bébé. Elle a remarqué avec sarcasme que les autres belles-filles donnaient des petits-enfants à leur famille immédiatement, mais que son fils avait ramené une épouse défectueuse. Elle s'est plainte auprès de mon beau-père, Harrison, en disant que c'était une disgrâce pour le nom de leur famille. Elle affirmait qu'elle était si embarrassée qu'elle ne pouvait même pas montrer son visage quand leurs parents dans le sud continuaient à poser des questions à ce sujet. J'ai gardé la tête baissée, enfournant rapidement du riz sans saveur dans ma bouche. J'avais l'impression qu'un énorme rocher était coincé dans ma gorge. Récemment, j'avais essayé tous les remèdes possibles. Des tisanes holistiques pour la fertilité aux médicaments prescrits par un gynécologue obstétricien. Nous avions même consulté les meilleurs spécialistes au Northwestern Memorial Hospital. Les médecins avaient conclu que nous étions tous les deux en parfaite santé. Nous attendions simplement le bon moment. Julien savait parfaitement ce fait. Pourtant, il restait toujours silencieux chaque fois que sa mère m'utilisait comme son sac de frappe verbale. Julien était un lâche qui priorisait toujours l'humeur de sa mère. À ses yeux, une loyauté tordue envers sa mère était bien plus importante que la souffrance de sa femme. Aujourd'hui, les réprimandes de Margaret étaient exceptionnellement venimeuses. Pour me blesser plus profondément, elle a même entraîné mes parents, qui vivaient à Charleston, en Caroline du Sud, dans la conversation. Elle a craché des paroles dures, remettant en question le genre d'éducation pauvre du Sud que mes parents m'avaient donné s'ils avaient élevé une fille qui ne pouvait même pas tomber enceinte. À ce moment-là, j'ai répondu, ma patience avait atteint sa limite absolue. J'ai déclaré que ce condo avait été acheté avec l'argent que j'avais économisé avant notre mariage. Mon salaire couvrait nos dépenses mensuelles de vie. Pourtant je vivais comme une pécheresse dans ma propre maison. J'ai posé ma fourchette, relevé la tête, et regardé Margaret droit dans les yeux. J'ai parlé clairement et articulément. Je lui ai dit qu'avoir un enfant était une question strictement entre Julien et moi. Ce n'était pas quelque chose sur lequel elle devait franchir la ligne pour interférer.
Mes paroles ont été comme une étincelle jetée sur de la paille sèche. Les yeux de Margaret se sont écarquillés et elle a claqué ses deux mains sur la table. Elle m'a crié dessus, me traitant de belle fille arrogante et irrespectueuse pour oser lui répondre. Assis à côté d'elle, Harrison a froncé les sourcils, secoué la tête. Et m'a critiqué pour mon manque de manière envers mes aînés. À cet instant précis, Julian a repoussé sa chaise en arrière et s'est levé. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Il s'est jeté sur moi et m'a giflé le visage de toutes ses forces. Le coup furieux de l'homme était si puissant que j'ai perdu l'équilibre. J'ai trébuché en arrière, glissé, et suis tombé. Mon côté gauche s'est écrasé violemment contre le bord tranchant de notre table de salle à manger en chêne massif. J'ai entendu le son sec et écœurant des os qui se brisent. Et une douleur aiguë et perçante a fusé de ma poitrine jusqu'au sommet de ma tête, brouillant ma vision. Je me suis effondré sur le sol en bois froid, serrant mon côté et luttant pour respirer. Je pouvais goûter le goût métallique du sang de ma lèvre éclatée, se mélangeant à la salinité des larmes que j'ai avalées. Le dîner familial s'était officiellement transformé en zone de guerre. Et mon intuition me disait une chose clairement. Ce mariage était terminé. Le sol froid semblait brûler ma peau. Mais ce n'était rien comparé au froid glacial enveloppant mon cœur. Je me suis recroquevillé dans une agonie insupportable à cause de mes côtes cassées. Le son des assiettes brisées sur le sol se mélangeait à la respiration rude et haletante de Julian. Margaret s'est levée un moment. En me voyant me tordre de douleur, un éclair de peur a traversé son visage. Mais bientôt, son expression vicieuse est revenue. Elle a pointé son doigt droit sur moi. Elle a justifié bruyamment l'action brutale de son fils, criant qu'un mari et une belle-mère avaient tous les droits d'enseigner une leçon à une épouse irrespectueuse. Elle m'a menacé, exigeant de savoir pourquoi je faisais semblant et m'avertissant de ne pas oser jouer la comédie. Julian se tenait au-dessus de moi. Ses yeux étaient injectés de sang, regardant sa femme tomber. Il n'y avait pas une once de culpabilité dans ses yeux. Au lieu de m'aider à me relever, il a pointé le sol et m'a ordonné de me mettre immédiatement à genoux et de supplier sa mère pour son pardon. Il a déclaré qu'il était plus que disposé à me mettre dehors de la maison sur le champ pour protéger l'honneur de sa mère. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes de faiblesse s'étaient déjà asséchées pendant d'innombrables nuits solitaires. Au lieu de crier et de supplier, j'ai formé un sourire tordu. C'était un sourire extrêmement amer mais absolument clair. La gifle et la chute avaient éveillé tous mes sens. Cela avait brisé la coquille de fausse paix que j'avais essayé si fort de maintenir pendant 3 ans. J'ai regardé intensément le visage de l'homme qui avait autrefois juré de m'aimer pour toujours. Maintenant, mes yeux ne voyaient qu'un individu lâche, faible et cruel. J'ai réalisé le vrai visage de ce mariage. Je ne pouvais pas sacrifier une autre seconde de ma précieuse jeunesse pour une personne aussi sans cœur, endurant la douleur aiguë qui surgissait à chaque respiration. J'ai saisi une chaise et me suis lentement levé. Mes jambes tremblaient, mais mon dos était parfaitement droit. Je n'ai pas regardé en arrière vers une seule fois. Je me suis retourné et j'ai marché avec des pas lents mais résolus vers notre chambre principale. J'ai claqué la porte derrière moi, la verrouillant, laissant les regards choqués des gens dans le salon derrière moi. Maintenant, le temps c'était de l'argent. J'ai sorti une petite valise à main du haut du placard. La douleur dans mon côté me transperçait parfois, me faisant transpirer froidement. Mais mon esprit était plus vif que jamais. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et emballé exactement 5 objets qui détermineraient ma vie à partir de ce moment. Premièrement, l'acte de propriété de ce condo acheté sous mon nom avant le mariage. Deuxièmement, mon passeport et mon permis de conduire. Troisièmement, une petite clé USB argentée. Cette clé contenait les enregistrements des caméras de sécurité de chaque fois où Julian avait brisé des assiettes, m'avait poussé, ou m'avait jeté au sol dans le passé. C'était une arme que j'avais secrètement préparée depuis longtemps, attendant le bon jour. Quatrièmement, mes jetons de sécurité bancaire, mes chéquiers, et un peu d'argent liquide. Cinquièmement, des vêtements confortables à porter pour les prochains jours.
J'ai fermé la fermeture éclair du sac et enfilé un épais manteau d'hiver. Quand j'ai déverrouillé la porte et suis sorti, Margaret se tenait juste devant moi les bras croisés. Elle a ricané moqueusement. Elle a élevé la voix, me disant que si j'étais si courageuse, je devrais faire mes bagages et disparaître tout de suite. Elle a ajouté qu'une fois sortie de cette maison, je ne devais même pas rêver de ramper en arrière et supplier. Julian était assis dos à la chaise du salon, arborant une expression de froide indifférence. J'ai jeté un dernier regard sur eux. Harrison, qui se vantait toujours de venir d'une famille digne, est resté silencieux tout le temps sans dire un seul mot en ma défense. Serrant la poignée de ma valise, je suis sorti par la porte d'entrée, laissant derrière moi un passé sombre que j'étais déterminé à effacer pour toujours. Le vent mordant dans le couloir a giflé mon visage. J'ai relevé le col de mon manteau et serré les dents pour réprimer la douleur se propageant dans mon côté gauche. À chaque pas et à chaque respiration profonde, c'était comme si des milliers d'aiguilles piquaient ma poitrine. Néanmoins, mes pieds marchaient avec une détermination absolue. Les roues de ma valise roulaient sur le sol en marbre, produisant un son froid et sec qui correspondait parfaitement aux émotions brisées de mon mariage. Je suis entré dans l'ascenseur et me suis appuyé dos contre le miroir froid. Le reflet qui me regardait était une femme avec une joue gonflée montrant des empreintes de mains claires et du sang séché autour de la bouche. Mon apparence était horrible, mais mes yeux brûlaient de résolution. Je suis descendu jusqu'au hall désert, trouvé un coin isolé près de l'entrée pour bloquer le vent, et sorti mon téléphone portable de ma poche avec des mains tremblantes. Mes doigts étaient glacés alors que je luttais pour composer le numéro de mon avocat. Nathaniel était un avocat brillant qui était une année avant moi à l'université. Je l'avais secrètement contacté pour des conseils 6 mois plus tôt lors d'une des crises violentes de Julian. À l'époque, je n'avais obtenu qu'une consultation juste au cas où, espérant encore pouvoir sauver la situation. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de son aide réelle. Il a répondu au téléphone presque immédiatement. La voix de Nathaniel était calme et professionnelle. J'ai essayé de prendre une profonde inspiration pour que ma voix ne tremble pas à cause de la douleur. J'ai brièvement expliqué la situation, déclarant que Julian venait de m'agresser, cassant mes côtes, et que j'avais déjà quitté la maison. Je lui ai demandé d'exécuter immédiatement le plan de réponse d'urgence dont nous avions discuté. La toute première chose qu'il m'a dite de faire était d'appeler personnellement l'unité des victimes spéciale du département de police de Chicago. Je voulais le signaler pour batterie domestique aggravée. Je lui ai dit que les preuves des caméras de sécurité de la maison étaient accessibles à distance sur mon téléphone et que j'avais toutes les copies de sauvegarde. Deuxièmement, et le plus important, j'ai demandé à mon avocat de préparer les documents pour geler notre compte bancaire joindé. L'ouverture des banques le lendemain matin. Il y avait plus de 300 000 $ sur ce compte. 1 000 $ de cela étaient déposés chaque mois de mon propre salaire. De l'argent que j'avais économisé frugalement sur mes dépenses de vie pendant des années. Julian n'avait pas contribué un seul centime. Mais son nom était sur le compte joint simplement parce que nous étions mariés. Je ne pouvais pas les laisser siphonner l'argent que j'avais gagné avec mon sang et ma sueur. Enfin, j'ai demandé qu'il prépare immédiatement une ordonnance de restriction temporaire d'urgence. Je connaissais bien la nature des agresseurs domestiques. Si la victime s'échappe, ils deviennent enragés et essaient de se venger ou de les traquer sans relâche pour garantir ma sécurité au cours des prochains jours. J'avais absolument besoin de la pleine protection de la loi. Nathaniel a écouté attentivement chaque détail, tout en exprimant son indignation face à la cruauté de la famille de mon mari. Il a maintenu son calme professionnel en tant qu'avocat. Il m'a conseillé de prendre un taxi directement aux urgences du Northwestern Memorial Hospital pour recevoir un traitement et obtenir des dossiers médicaux officiels de mes blessures. Il a promis de gérer toutes les procédures légales restantes cette nuit-là. En raccrochant, j'ai regardé vers le 15e étage. Les lumières jaunes brillaient encore à travers les fenêtres du condo. Ils célébraient sans doute leur victoire, pensant qu'ils avaient mis dehors une belle fille obstinée dans la rue.
Il n'avait absolument aucune idée que la gifle réflexe de Julien avait appuyé sur la gâchette d'une contre-attaque massive et dévastatrice que j'avais préparée. Je n'étais plus une victime sans défense attendant d'être piétinée. Le taxi est sorti du complexe et environ 15 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était un barrage de messages textes de ma voisine d'à côté. Une gentille dame qui était la présidente de l'association des copropriétaires. Elle avait toujours vaguement soupçonné la gravité avec laquelle ma belle-mère me harcelait chaque fois qu'elle passait partager de la nourriture. À travers ses messages urgents et ses courtes vidéos, je pouvais imaginer vivement exactement ce qui se déroulait à l'endroit que je venais de quitter. Tout se déroulait exactement selon mon plan. Selon ma voisine. Des voitures de police avec des sirènes hurlantes sont entrées dans le complexe peu après mon départ. Le bruit assourdissant a déchiré la nuit calme, incitant des centaines de résidents à regarder par leurs fenêtres. 2 officiers en uniforme et un détective en civil sont montés au 15e étage. Avec des expressions extrêmement sévères, ils ont frappé à la porte d'entrée. Margaret a ouvert la porte et a initialement maintenu son attitude arrogante, demandant avec insolence aux officiers pourquoi ils frappaient à la porte de quelqu'un au milieu d'eux. La nuit. Cependant, quand on lui a dit qu'un rapport de violence domestique avait été déposé et que son fils Julien devait être emmené au poste en tant que suspect pris en flagrant délit, son visage est passé du rouge à un blanc mortel. Elle a commencé à bégayer, essayant de défendre son fils, affirmant absurdement que c'était juste une dispute conjugale courante et qu'ils avaient seulement élevé la voix, niant toute agression physique. Mais la police était ferme, exigeant la pièce d'identité de Julien et lui ordonnant de les accompagner. Seulement alors Julien a vraiment eu peur. Il est sorti de la chambre principale, tremblant comme une feuille. Il ne restait aucune trace de la rage bestiale qu'il avait montrée en m'agressant sur son visage. Dans le couloir devant les voisins curieux qui regardaient, la police a menotté Julien, invoquant la sécurité et le risque de fuite, et l'a traîné dans l'ascenseur. En voyant son précieux fils doré être traîné menotté comme un criminel, Margaret a complètement perdu la tête. La fausse persona cultivée qu'elle avait travaillé si dur à construire s'est évaporée instantanément. Elle a couru dans le couloir, s'est effondrée sur le sol en marbre, s'est frappée la poitrine et a hurlé d'agonie. Elle a frappé aux portes des voisins en maudissant le destin, criant que j'étais un serpent venimeux et une traîtresse qui avait envoyé son mari en prison. Mais la seule réponse qu'elle a obtenue était des regards froids et le son des portes qui claquent. Tout le monde dans le complexe savait déjà le tempérament excentrique de Margaret et comment elle me traitait comme une bonne. La situation s'est déroulée si soudainement et était si humiliante que Harrison, qui valorisait sa réputation plus que sa vie, n'a pas pu supporter le choc. Déjà souffrant d'hypertension et d'un cœur faible, il a serré sa poitrine et s'est effondré sur le sol du salon. Grâce à ma voisine et à quelques autres appelant le 911. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont emmené aux urgences sur une civière. Assise sur la banquette arrière du taxi en direction de l'hôpital, j'ai lu ces messages sans une once de sympathie. Moins d'1 heure après cette gifle fatale, la famille qui avait été si incroyablement fière de sa réputation et de son statut superficiel était complètement ruinée. Le chaos qu'ils vivaient maintenant était le prix pour des années de malveillance armée. J'ai demandé au chauffeur de taxi de me déposer à l'entrée des urgences de l'hôpital. Les urgences nocturnes sont toujours chaotiques, sentant les antiseptiques et rempli du son incessant des ambulances arrivantes. J'ai traîné ma valise dans un coin et me suis appuyé contre le mur pour ne pas m'effondrer. La douleur dans mon côté s'intensifiait. Même une légère toux semblait comme une lame poignardant ma poitrine. Une infirmière de triage a remarqué mon visage pâle et le sang séché sur mes lèvres et s'est précipité. J'ai expliqué que mon mari m'avait violemment poussé contre un bordure et que j'avais du mal à respirer. L'infirmière a rapidement saisi un fauteuil roulant, m'a assise et m'a emmené directement à la salle de trauma. Le médecin traitant était un homme d'âge moyen avec un regard calme et sérieux. Il a soigneusement soulevé mon haut pour m'examiner.
au moment où ses doigts ont touché la peau gonflée et fortement contusionnée sur mon côté gauche. Je n'ai pas pu retenir un gémissement. Le docteur a immédiatement ordonné une radiographie thoracique et une échographie abdominale pour vérifier les dommages aux organes internes. Attendre les résultats a été le moment le plus solitaire. En regardant d'autres patients soutenus par leurs membres de famille, j'ai baissé le regard sur mes propres mains froides. Mais j'ai immédiatement secoué cette pitié de soi inutile. Les larmes ne résolvent absolument rien. Je devais me durcir pour parcourir le chemin ardu de la bataille juridique qui m'attendait. 30 minutes plus tard, le docteur m'a rappelé dans la salle d'examen. Il a pointé la radiographie sur l'écran illuminé. Le diagnostic a été confirmé. Mes 6e et 7e côtes du côté gauche étaient cassées. Les muscles environnants avaient également subi de sévères contusions à cause de l'impact massif. Heureusement, les côtes cassées n'avaient pas perforé mes poumons ou la plèvre. Mais je nécessiterais des bandages de compression, des analgésiques et un repos absolu pendant au moins un mois. Le docteur s'est assis à son bureau et a commencé à remplir mon dossier médical. Il m'a regardé avec des yeux compréhensifs et a soigneusement demandé la cause de la blessure. Il a demandé si j'avais peut-être eu un accident dans la rue ou était tombé dans les escaliers. Je me suis assise parfaitement droite, secouant la honte que les victimes de violences domestiques ressentent souvent. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai répondu froidement et fermement. J'ai demandé au docteur de documenter clairement la cause des blessures sur le certificat médical, comme résultant d'une agression, en précisant spécifiquement que mon mari m'avait poussé contre une table en bois massif. Le docteur a fait une pause d'1 seconde, puis a hoché la tête en accord. Il a écrit exactement cette déclaration sur le certificat médical dans une écriture claire et lisible. Chaque mot que le docteur a écrit était aussi précieux que de l'or pour moi. Tamponné avec le sceau officiel d'un hôpital désigné par la police et citant explicitement la violence domestique comme cause de blessure. Ce certificat médical était une pièce de preuve en fer et l'arme légale la plus puissante pour une évaluation des blessures. Julien pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait derrière des portes closes sous le couvert d'un mal alpha et que personne ne le saurait jamais. Mais il se trompait gravement. J'allais traîner tous ces crimes à la lumière du jour et le faire affronter le jugement de la loi américaine pour chaque once d'agonie physique et mentale qu'il m'avait infligée. Après avoir été enveloppé dans un bandage de compression et avoir reçu mon ordonnance pour des analgésiques, j'ai serré mon côté et suis sorti avec difficulté du centre de trauma. Malgré l'heure tardive, l'hôpital bourdonnait. Des civières se précipitant dans les couloirs apportaient un courant d'air glacial. Alors que je me dirigeais vers l'entrée principale pour attraper un taxi vers la location à court terme sécurisé que j'avais réservé, le destin a décidé de me tester une fois de plus. En passant par la salle d'attente du centre cardiovasculaire à côté des urgences, je me suis arrêté net. À travers les portes vitrées, j'ai vu une vue familière. Mon beau-père, Harrison, était allongé sur un lit avec une perfusion au bras. Son visage était pâle et ses yeux fermés. Appuyé contre le bord du lit adjacent n'était nul autre que ma belle-mère Margaret, avec ses cheveux en désordre et son manteau déboutonné. La persona arrogante de haute société qu'elle avait utilisée pour me réprimander au dîner avait disparu. Margaret, qui avait été si hautaine il y a seulement quelques heures, a levé la tête et a accidentellement croisé mon regard. La haine a immédiatement rempli ses yeux. Elle a bondi, poussé les portes vitrées, et s'est jetée sur moi comme une bête sauvage repérant sa proie. Elle a levé la main pour me frapper comme son fils l'avait fait. Serrant les dents, elle m'a maudite, me traitant d'étrangère méchante et vile qui s'était infiltrée dans leur maison et avait traîné leur famille dans la tombe. Mais je n'étais plus la belle-fille soumise qui endurait silencieusement l'humiliation de sa famille toxique. J'ai fait un pas en arrière. Mon regard froid semblait comme une dague perçant son cœur. Sous mon regard impitoyable, sa main s'est figée en l'air. J'ai articulé mes mots lentement et clairement pour qu'elle comprenne pleinement sa réalité actuelle. Je l'ai informé que le compte bancaire joint appartenant à Julien et moi serait gelé dès le lendemain matin sur demande de mon avocat.
Je lui ai dit que toutes les transactions de retrait pour nos 300 000 $ d'économie étaient immédiatement suspendues. Cet argent était le mien gagné avec mon sang et ma sueur. Elle et son fils ne pourraient pas toucher un seul centime. Le visage de Margaret est devenu rouge profond, puis immédiatement pâle comme un cadavre. Sa bouche est tombée ouverte. Ses deux mains tremblaient alors qu'elle agrippait le cadre de la porte. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai versé un autre seau d'eau glacée sur ses illusions. Je lui ai demandé, à elle et à Harrison, de faire leurs valises et de quitter mon condo du 15e étage dans le Gold Coast dans une semaine. Ce condo était un actif prémarital acheté entièrement sous mon nom avec mon propre argent et l'aide de mes parents. Je ne pouvais pas permettre à des personnes qui m'avaient battu jusqu'à ce que mes os se brisent de continuer à vivre confortablement dans une maison protégée par la loi en tant que ma propriété. Enfin, j'ai rappelé à Margaret les 7 500 $ qu'elle avait secrètement empruntés à moi au fil des années sous prétexte d'envoyer des cadeaux à leurs parents du Sud. Elle n'avait jamais remboursé un seul centime. J'ai clarifié que j'avais gardé tous nos messages textés reçus de transferts bancaires comme preuve. Je l'ai averti que si elle essayait d'utiliser la force physique à nouveau ou de causer une scène à mon lieu de travail, je porterais des accusations supplémentaires contre elle pour fraude. Laissant ces mots suspendus dans l'air, je me suis retourné. Je suis parti, laissant ma belle-mère debout paralysée au milieu du couloir de l'hôpital. Les yeux écarquillés de terreur et de choc. Alors que j'arrivais à peine à sortir, les portes vitrées de l'hôpital traînant mon sac. Mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était Nathaniel. Le ciel nocturne était d'un noir d'encre. Le vent hivernal mordant continuait à hurler. J'ai repéré un banc vide sous un auvent. Je me suis assise soigneusement pour ne pas aggraver mes blessures et ai répondu à l'appel. La voix de Nathaniel était très sérieuse. Il a délivré une nouvelle choquante. Julian était enfermé dans une cellule de détention au poste du CPD, subissant un interrogatoire. Cependant, sa famille avait tiré des ficelles avec un avocat qu'il connaissait, essayant de le faire libérer sous caution pour qu'il puisse être enquêté sans être détenu. La partie la plus horrible était que Julian suppliait pour de la sympathie et de la clémence auprès des détectives, utilisant l'excuse que sa femme était enceinte et avait désespérément besoin des soins de son mari. En tant que chef de famille. Au moment où j'ai entendu le mot enceinte, un bourdonnement a éclaté dans mes oreilles. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale et là maintenant le téléphone a commencé à trembler. Violemment. Un souvenir d'il y a quelques jours a ressurgi avec une clarté terrifiante. À l'époque, je m'étais senti nauséeuse et mes règles étaient en retard. Donc j'avais senti que quelque chose n'allait pas avec mon corps. J'avais acheté un test de grossesse à la pharmacie et l'avais fait tôt le matin. 2 lignes faibles étaient apparues sur le bâtonnet. Le cœur d'une femme qui avait rêvé de devenir mère pendant 3 ans a bondi de joie. J'avais décidé de visiter le gynécologue obstétricien le week-end pour une confirmation par échographie avant de partager la bonne nouvelle avec mon mari. Ainsi, j'avais soigneusement enveloppé le test dans du papier toilette et l'avais enfoncé profondément dans la poubelle de la salle de bain. Mais ma belle-mère intrusive et autoritaire, Margaret, avait fouillé la poubelle et trouvé ce test. J'avais pensé qu'elle ne savait pas ce que c'était, ou si elle le savait, son attitude envers moi s'améliorerait. Mais je m'étais horriblement trompé. La vérité révélée par mon avocat a prouvé quelque chose d'imaginablement sinistre. Margaret avait secrètement murmuré ce fait à son fils, Julian, à l'avance. Cela signifiait que ce soir au dîner, quand Julian s'était jeté sur moi et m'avait giflé le visage si fort que je m'étais écrasé contre la table, il était pleinement conscient que sa femme portait son propre enfant dans son ventre. Julian avait levé la main contre moi en sachant que j'étais enceinte. Il valorisait la protection de l'ego fragile de sa mère plus que la vie de son enfant à naître et la sécurité de sa femme. Cette vérité monstrueuse était si insupportable. J'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. J'ai serré mon ventre fermement et des larmes chaudes ont coulé sur ma joue gonflée et palpitante. Je ne pleurais pas à cause de ce mariage pourri, mais à cause de la petite vie en moi.
Le bébé avait choisi la mauvaise famille pour naître. Je ne pouvais pas laisser mon enfant naître dans une maison où un père battait une mère comme un sac de frappe. Je ne pouvais pas laisser mon précieux enfant être élevé par un homme qui frapperait sa femme, enceinte, ou par une grand-mère si toxique et pleine de trahison. J'ai essuyé mes larmes et serré les dents, réprimant la douleur qui déchirait mon âme. Cette nuit sombre, j'ai pris une décision douloureuse mais résolue. J'ai décidé d'interrompre la grossesse, plutôt que de laisser mon enfant partager ce sort infernal avec moi. Il valait mieux que je porte seul le fardeau de ce karma. Le lendemain matin, le ciel de Chicago était gris et une légère bruine tombait, malgré l'agonie dans mes côtes qui m'avait gardé éveillé toute la nuit. J'ai pris un taxi de ma location à court terme directement à l'unité des victimes spéciales du CPD, où mon mari était détenu. Nathaniel m'attendait déjà à l'entrée. Prenant mon sac, il a regardé mon visage épuisé et mon torse bandé avec des yeux compatissants. Nous sommes entrés dans le poste et avons rencontré le détective gérant l'affaire. Le détective m'a offert une chaise et a placé une tasse en papier d'eau chaude sur son bureau. L'enquêteur a examiné le certificat médical officiel portant le sceau de l'hôpital de la police et les rapports de radiographie que j'ai posés sur son bureau. Les yeux du détective montraient un mélange de surprise et de respect pour mon calme et mon attitude articulée. J'ai ouvert mon sac et sorti la petite clé USB contenant toutes les preuves. J'ai demandé au détective d'allumer son ordinateur et de la brancher. Les images brutes des caméras de sécurité du salon de la nuit précédente sont apparues sur l'écran. La vidéo nette et l'audio clair documentaient toute la situation. Comment ma belle-mère m'insultait, comment j'ai répondu poliment, et le moment le plus horrible. Julien chargeant sur moi comme un animal enragé et me jetant contre la table de salle à manger avec son cou. Le choc écœurant résonnant des haut-parleurs de l'ordinateur a plongé le poste dans un silence tendu. Cette vidéo n'était pas la seule chose sur la clé. Elle contenait des dizaines d'autres fichiers audio et vidéo de l'année passée montrant Julien renversant des tables, brisant des assiettes, et me criant des grossièretés. J'ai détaillé les dates et les circonstances de chaque incident. J'ai soutenu que la violence de mon mari n'était pas un lapsus momentané de jugement, mais un schéma systématique et répétitif qui s'intensifiait en cruauté. Le détective a hoché la tête en tapant le rapport. Il a loué ma préparation minutieuse et ma collecte de preuves. Cette preuve était absolument irréfutable. Combinée au certificat médical, les actions de Julien dépassaient largement les limites d'une simple dispute domestique. Cela répondait à toutes les exigences pour être classé comme batterie domestique aggravée. Une infraction entraînant de sévères aggravations de felony sous la Violence Against Women Act. L'enquête formelle a été officiellement lancée. Les portes de prison attendant cet agresseur domestique s'ouvraient lentement en grinçant. Après l'entretien, le détective m'a informé que Julien faisait une crise dans sa cellule de détention, exigeant obstinément une réunion de 5 minutes avec moi. Nathaniel m'a conseillé de refuser pour éviter une pression psychologique, mais j'ai secoué la tête. Je voulais couper la dernière bouée de sauvetage de cet homme méprisable de mes propres mains. Je suis entré dans la petite salle de visite. Julien était assis sur une chaise usée dans le coin, frottant nerveusement ses mains. L'exécutif corporate confiant et tranchant qu'il était autrefois avait complètement disparu. Avec un visage non rasé et des yeux écarquillés de terreur, il avait l'air complètement pathétique. En me voyant, il s'est levé, puis s'est immédiatement mis à genoux sur le sol froid, a enfoui son visage dans ses mains, et a commencé à sangloter. Sa performance prévisible de repentance a commencé. Il a fait des excuses pathétiques, blâmant le surmenage, l'alcool d'un dîner d'entreprise, et un lapsus momentané de jugement parce qu'il voulait me séparer de sa mère pour mettre fin au conflit familial. Il a juré qu'il était profondément repentant et qu'il changerait. Il a promis de couper les liens avec ses parents, a dit que nous devrions déménager seuls, et a offert de me remettre tous ses chèques de paie. Il m'a supplié, pour le bien de nos 3 années de mariage, de bien vouloir abandonner les accusations et de le sauver de la prison et de perdre son emploi. Les bras croisés, j'ai regardé son jeu forcé avec une indifférence glaciale. Comme si je regardais un petit voyou de rue. J'ai arraché son masque dégoûtant.
Je lui ai demandé directement s'il savait par sa mère que j'étais enceinte. Julien s'est figé sur place. Son reniflement s'est coincé dans sa gorge. Ses yeux ont virevolté, évitant désespérément mon regard tranchant comme un rasoir. Son expression paniquée était plus éloquente que n'importe quelle réponse verbale. J'ai pris une profonde inspiration et ai fermement annoncé la décision qui pousserait Julien au bord de la falaise. Je lui ai dit que j'allais dans une clinique pour femmes demain pour signer le formulaire de consentement pour un avortement. J'ai dit que cet enfant ne verrait jamais la lumière de ce monde. En entendant ces mots, le faux remords de Julien a disparu. Ses yeux ont sailli. Les veines dans son cou ont gonflé et il a pointé son doigt sur moi. Il a lancé tous les jurons imaginables, me traitant de venimeuse. Il m'a appelé une meurtrière de sang-froid prête à effacer sa propre chair et son sang juste pour se venger de son mari. Sa nature égoïste et violente a été à nouveau exposée dans toute sa gloire nue. Même face à sa rage, je n'ai pas bronché d'un pouce. J'ai fait un pas en avant et approché mon visage meurtri du sien. J'ai répondu froidement. Chaque mot, tranchant comme un scalpel. Je lui ai dit que la gifle et le coup qu'il avait délivré la nuit dernière avaient déjà tué 7 enfants. J'ai dit qu'une bête qui utilise la violence contre sa femme, en sachant qu'elle est enceinte, a définitivement perdu le droit d'être jamais un père. Laissant ces mots derrière moi, je me suis retourné et suis sorti. Je n'ai jamais regardé en arrière cet homme brisé faisant une crise de désespoir dans la salle de visite. En quittant le poste de police, Nathaniel m'a escorté loin du Gold Coast vers une location à court terme sécurisée dans le West Loop. En utilisant ses connexions, il m'a trouvé un micro-appartement hautement sécurisé où je pouvais rester en sécurité pendant un mois. Avec un accès par carte magnétique et 2 caméras de sécurité de 4 heures. C'était un endroit où personne de la famille de mes beaux-parents ne pouvait me trouver ou causer. Une scène. J'ai traîné mon sac dans le nouvel endroit. L'intérieur était propre, calme et cosy, décoré avec des tons de bois chaud. J'ai verrouillé tous les verrous et fermé la porte d'entrée. Je me suis effondré dans un fauteuil moelleux dans le salon. Seulement alors, dans le silence solitaire, le courage forcé que j'avais maintenu a commencé à se dissiper. L'agonie de mes côtes cassées m'a frappé de plein fouet à nouveau, me faisant serrer ma poitrine et halter pour de l'air. J'ai versé de l'eau chaude du distributeur et avalé les analgésiques prescrits par l'hôpital. En enlevant mon lourd manteau d'hiver, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et ai appliqué de la pommade sur les bleus de ma joue gonflée et de ma lèvre éclatée. En regardant mon reflet épuisé, je n'ai plus pleuré. Lors de ma première nuit dans un nouvel endroit, mon corps était couvert de blessures. Mais mon âme ressentait un étrange sentiment léger de libération. L'atmosphère suffocante de la maison de mes beaux-parents, le service incessant à leurs demandes. Marcher sur des œufs, tout cela était maintenant laissé dans le passé. Tard cette nuit-là, mon téléphone portable a sonné. C'était ma directrice d'entreprise. Des rumeurs ou des nouvelles d'un reporter judiciaire devaient avoir atteint ses oreilles concernant ma situation domestique malheureuse. La voix de la directrice était chaleureuse et attentionnée. Elle n'a pas fouiné dans ma vie personnelle, mais en tant que collègue senior. Elle a parlé directement. Elle m'a dit de prendre mon temps, de me concentrer sur ma paix mentale. Et de laisser mon corps guérir. Elle a dit que l'entreprise approuverait un congé médical prolongé entièrement payé basé sur mes dossiers hospitaliers. Donc je devais me concentrer uniquement sur la résolution de mes problèmes emmêlés. Elle a ajouté de manière rassurante que si j'avais besoin d'aide pour les factures médicales ou l'accès à un conseil juridique d'entreprise, il me soutiendrait à tout moment. La camaraderie particulièrement étroite que j'avais montrée à l'entreprise où j'avais versé ma passion et mes compétences semblaient tellement plus chaudes et plus sincères que les liens familiaux superficiels que je venais de couper. Son soutien est devenu un pilier massif de force pour moi, me donnant la confiance pour naviguer les batailles juridiques ardues à venir au nom de la justice. Ma deuxième nuit dans la location sécurisée du West Loop s'est passée dans un profond silence. Dehors, une pluie hivernale tardive tombait, des gouttes froides coulant sur la vitre du balcon.
La température à Chicago avait chuté drastiquement. L'air glacial semblait perçant. J'ai pris mon téléphone sur la table de nuit. C'était le soir. Il était temps de parler aux personnes les plus précieuses pour moi. J'ai tapé l'icône d'appel vidéo et composé le numéro de mes parents à Charleston. Après quelques sonneries, l'écran s'est éclairé, montrant le visage fatigué mais aimant de ma mère. Derrière elle se trouvait le salon familier de la maison du Sud où j'étais né et élevé avec un amour inconditionnel. Ma mère a souri brillamment dès qu'elle m'a vu, mais ce sourire s'est instantanément figé. La lumière de l'écran du téléphone exposait pleinement ma joue profondément meurtrie et gonflée. Ma lèvre déchirée. Mon père, qui était assis à la table à manger derrière elle, s'est précipité plus près de l'écran. Un fonctionnaire civil retraité qui avait vécu une vie rigoureusement honorable. Les yeux de mon père se sont écarquillés d'horreur. Il a claqué son poing sur la table. Sa voix était un mélange de rage pure et d'agonie. Il a exigé de savoir quel genre d'animal sous-humain avait osé faire ça à sa précieuse fille. Ma mère a posé des questions rapidement, essuyant ses larmes avec le bord de son tablier. Elle a demandé sans relâche, « Audrey, où es-tu en ce moment? Es-tu allé à l'hôpital? Tes os sont-ils cassés? Comment est-ce arrivé ?» En voyant les larmes de mes parents. Le mur de résolution venimeuse que j'avais construit seul au cours des 2 derniers jours s'est effondré. Pour la première fois depuis que Julian m'avait jeté au sol, j'ai hurlé à haute voix. Je me suis permis d'être faible. Des larmes ont coulé, piquant les blessures fraîches sur mon visage. À travers des respirations lourdes, j'ai tout confessé à mes parents. Des réprimandes constantes de Margaret au dîner à l'agression de Julian qui avait cassé mes côtes. Au fait que j'avais appelé la police et l'avais enfermé dans une cellule de détention. En entendant mon histoire, le visage de mon père est devenu rouge de fureur. Serrant les dents, il a déclaré qu'il réserverait le premier vol de Charleston. Prendrait mon frère aîné et mon jeune frère, et volerait à Chicago ce soir. Il a juré qu'il marcherait directement dans le condo de Harrison. Les prendrait par le col et retournerait l'endroit. Il a dit qu'il leur montrerait ce qui arrive quand on traite la loi et les gens comme des blagues. En battant la précieuse fille de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que ses os se brisent. Mon père a déclaré que même si nous n'étions pas une famille de milliardaires, il ne tolérerait jamais que sa fille soit traitée comme une bonne ou un sac de frappe tant qu'il aurait du souffle dans son corps. J'ai compris complètement la rage de mon père. C'était un amour paternel féroce, mais je l'ai rapidement calmé. J'ai essuyé mes larmes et essayé de parler calmement et clairement. J'ai dit à mes parents que j'avais déjà retenu un avocat de la défense criminelle de premier plan et que je gérais tout strictement selon les règles. Ayant sécurisé à la fois les images brutes des caméras et les rapports de blessures de l'hôpital. J'ai dit que le système juridique américain punirait cet homme avec la sévérité la plus extrême. J'ai raisonné avec eux que si mon père et mes frères volaient enragés et entraient dans une altercation physique, cela serait présenté comme un combat mutuel, mettant notre famille en désavantage juridique. Ma mère en pleurs a calmé mon père et l'a persuadé de m'écouter. Elle a dit qu'elle voulait me faire sa soupe au poulet maison pour me réconforter, me suppliant de bien manger et au moins de boire du lait. Elle a dit que si j'étais seul, elle prendrait un bus tout de suite pour venir me soigner. J'ai donné un sourire amer et ai décliné. Je ne voulais pas que ma mère me voie dans cet état et souffre en s'en mêlant avec ses beaux-parents. Sans honte. J'ai demandé à mes parents de me faire confiance et de prier pour moi de loin afin que je puisse couper cette connexion infernale parfaitement de mes propres mains. Grâce au soutien inébranlable et à l'amour inconditionnel de ma famille. J'ai senti une étincelle chaude rallumer mon âme gelée, me donnant la force de lutter jusqu'au bout sans jamais transiger. Le lendemain matin, je me suis réveillé alors que la lumière pâle hivernale filtrait à travers les rideaux. Grâce aux analgésiques puissants, l'agonie dans mes côtes avait légèrement diminué. Alors que je me préparais à me rendre à la clinique médico-légale avec Nathaniel pour l'évaluation officielle des blessures par la police, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu. De l'autre bout est venue la voix d'un homme d'âge moyen se présentant comme Monsieur Caldwell, le représentant légal de mes beaux-parents. Son ton était poli et courtois.
Mais il portait l'arrogance calculée typique d'un grand cabinet d'avocats d'entreprise. Monsieur Caldwell a commencé par des excuses glissantes, exprimant un profond regret pour mes blessures. Il a essayé de tourner le récit, l'appelant une dispute conjugale courante qui arrive dans la vie. Présentant Julian comme un mari travailleur et aimant qui avait simplement perdu son sang-froid. Momentanément à cause du stress au travail. La guerre psychologique dégoûtante avait commencé. Il a essayé de me persuader de résoudre cette affaire tranquillement hors cours. Citant la réputation sociale des deux familles et nos 3 années de mariage. Monsieur Caldwell a lancé une offre très tentante. Monsieur Harrison et Madame Margaret sont prêts à couvrir toutes vos dépenses médicales et de récupération et ils sont préparés à vous virer un règlement de $100 000 en espèces immédiatement. En échange, vous signez simplement un accord de non-poursuite et abandonnez les accusations criminelles. Ensuite, nous pouvons traiter le divorce sans perdre la face et Julian ne restera pas avec un casier judiciaire de felonie. Assise dans mon fauteuil moelleux. J'ai écouté tranquillement son pot de vin manipulateur et me suis senti malade à l'estomac. Il semblait penser que $100 000 pouvaient recouvrir ma dignité, ma santé et mon estime de soi en lambeaux. C'était une mentalité vulgaire. Croyant qu'une agression brutale qui avait cassé mes côtes et des années d'abus torturants pouvait être effacée par une pile d'argent. J'ai pris une profonde inspiration et ai fermement rejeté sa douce proposition. J'ai parlé directement à Monsieur Caldwell. La loi n'est pas un marché aux puces où vos clients peuvent marchander avec de l'argent. Même si vous m'offriez $1 million pour abandonner les accusations, je refuserais. J'ai déclaré que mon seul objectif était de traîner cette affaire devant un tribunal criminel et de m'assurer que cet agresseur violent purge une peine de prison réelle correspondant à son comportement animal. J'ai vu clair dans ces tactiques superficielles et l'ai averti de ne plus jamais m'appeler et gaspiller mon temps. J'ai clarifié que toutes les négociations futures iraient strictement par mon représentant légal. Nathaniel. Après avoir raccroché, j'ai enfilé un épais manteau et suis sorti. Nathaniel m'attendait déjà dans le hall. Nous nous sommes rendus à l'hôpital désigné par la police et à un centre d'aide aux victimes pour subir les procédures de protection. Le processus d'évaluation des blessures était incroyablement rigoureux. Des spécialistes médico-légaux ont examiné tous mes dossiers médicaux, photographié l'étendue de mes ecchymoses et soigneusement analysé les radiographies de mes côtes cassées. La salle d'examen était froide et sentait l'alcool. J'ai silencieusement suivi toutes les instructions du docteur. Les résultats de l'évaluation sont sortis vers l'heure du déjeuner, correspondant parfaitement aux prédictions de Nathaniel. L'étendue des dommages à ma santé a été classée comme batterie aggravée, répondant parfaitement aux exigences pour une aggravation de felonie sous les statuts de violence domestique. Cette évaluation médicale était le billet express qui ouvrait la porte à une poursuite criminelle contre Julian, servant de coup décisif final. Les tentatives de mes beaux-parents de jeter de l'argent sur le problème et leurs astuces psychologiques lâches se sont brisées en morceaux face à des preuves scientifiques irréfutables. Tôt la semaine suivante, avant que mon congé prolongé ne commence, j'ai décidé de passer brièvement au bureau pour remettre mes projets. Ma directrice m'avait dit de juste me reposer à la maison. Mais mon sens méticuleux de la responsabilité ne me laissait pas charger mes collègues. Pour cacher mes bandages de compression thoracique, j'ai porté un pull ample et épais et mis un grand masque facial pour couvrir la moitié gonflée de mon visage. Environ 15 minutes après m'être assise à mon bureau, mon poste a sonné. La réceptionniste dans le hall du rez-de-chaussée semblait paniquer, m'informant qu'une femme plus âgée prétendant être ma belle-mère, avec un homme en costume agissant comme son avocat, causait une scène massive dans la zone de réception. Il hurlait aveuglément, exigeant d'être envoyé à l'étage où se trouvait leur belle-fille. J'ai immédiatement réalisé que Margaret et son avocat rusé n'avaient toujours pas accepté qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. J'ai calmement dit à la réceptionniste de faire en sorte que les gardes de sécurité du bâtiment les retiennent dans la zone d'attente, les canapés. J'ai dit que je descendrais moi-même. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au rez-de-chaussée,
J'ai été témoin d'un spectacle honteux. Margaret était assise sur le sol au milieu du hall, tamponnant de fausses larmes avec un mouchoir, hurlant bruyamment. D'autres employés arrivant au travail et des gardes de sécurité s'étaient rassemblés autour, murmurant. Dès qu'elle m'a vu, elle a pointé son doigt et élevé la voix. Elle a commencé à hurler, jouant le rôle d'une pauvre belle-mère âgée persécutée par une belle-fille vicieuse. Elle a crié que j'étais une ingrate qui traitait mes beaux-parents comme des insectes et siphonnait la richesse de la famille. Elle a inventé un mensonge absurde, affirmant que j'avais piégé son fils innocent en tant qu'agresseur domestique pour l'envoyer en prison et prendre le condo, en me jetant intentionnellement contre un bord de table pour simuler mes blessures communes. Extorqueuse. Elle a même frappé le sol en pleurant que j'étais un monstre sans cœur qui avait ruiné l'avenir de son fils en avortant son précieux petit enfant juste pour soutirer plus de pension alimentaire dans le divorce. Debout à côté d'elle, Monsieur Caldwell a joué le jeu avec cet acte théâtral sans honte, claquant la langue et hochant la tête répétitivement. Les murmures de la foule ont grandi plus fort. Des gens d'autres départements me regardaient avec des yeux suspicieux. Si j'avais été la nouvelle mariée naïve d'il y a 3 ans, j'aurais été si humilié que j'aurais démissionné sur place et cherché un trou pour me cacher. Mais cette ancienne version de moi était morte la nuit où je m'étais écrasé contre cette table. Gardant mon expression parfaitement rigide, j'ai lentement approché Margaret. Je n'ai pas fait d'excuses, ni semblé agité. J'ai ouvert ma mallette et sorti le document tamponné en rouge avec les sceaux officiels du département de police de Chicago et de l'hôpital médico-légal. Sans vaciller, je l'ai tenu juste devant les visages de Margaret et de son avocat. Avec une voix forte et ferme qui a résonné à travers tout le rez-de-chaussée, j'ai révélé la vérité. J'ai explicitement déclaré que c'était le certificat médical original, prouvant que son fils avait jeté sa femme enceinte contre une table de salle à manger, cassant 2 de ses côtes. Je les ai avertis que se présenter à mon lieu de travail pour diffuser de fausses informations et causer une scène constituait une diffamation criminelle. Des rapports faux et une interférence fautive avec les opérations commerciales. J'ai immédiatement sorti mon téléphone portable, composé le 911 pour signaler le harcèlement, et demandé aux gardes de sécurité de me fournir les images de surveillance du hall de cet incident. Comme preuve. Au moment où ils ont entendu les mots poursuite et 911, les faux hurlements de Margaret se sont arrêtés instantanément. Son visage est devenu blanc comme un fantôme et elle a fermé la bouche. Même l'avocat de haut vol, Monsieur Caldwell, s'est figé, réalisant qu'il avait commis une grave erreur. Il a grossièrement saisi sa manche et lui a murmuré urgemment qu'il devait partir immédiatement. Réalisant que ces tactiques absurdes ne fonctionnaient pas et n'ajouteraient que plus d'accusations criminelles, Margaret s'est levée maladroitement du sol. Elle m'a lancé un regard mêlé de haine et de terreur. Puis s'est enfuie par les portes tournantes avec son avocat. J'ai fait une révérence polie aux gardes de sécurité, m'excusant pour la perturbation, et suis tranquillement remonté dans l'ascenseur, laissant derrière moi les regards stupéfaits de mes collègues. Leur tentative sale de campagne de diffamation avait une fois de plus été complètement oblitérée. Jeudi matin, le ciel était encore couvert de nuages gris foncé. Portant un long manteau, j'ai pris un taxi vers la clinique pour femmes. C'était le jour où je devais exécuter la décision la plus agonisante et douloureuse de ma vie. Au moment où l'odeur clinique distinctive a frappé mon nez, j'ai senti mon estomac se nouer. La salle d'attente était pleine de femmes lourdement enceintes recevant des soins tendres de leur mari. Cette scène heureuse ordinaire contrastait fortement avec mon visage meurtri. J'ai reçu les formulaires de consentement chirurgical. Dans la salle de consultation, le médecin en chef a regardé alternativement mon dossier médical et mon visage battu, avec des yeux compatissants. Elle m'a gentiment demandé pourquoi j'avais choisi d'abandonner un enfant qui n'était qu'à quelques semaines. Je suis resté silencieuse un moment avant de sortir lentement les documents de mon sac. Je ne me suis pas donné la peine de cacher le fait que j'étais une victime de violences domestiques brutales. Je lui ai montré le rapport de blessure. J'ai confessé que mon mari m'avait battu jusqu'à ce que mes côtes se brisent, en sachant pleinement que j'étais enceinte.
J'ai expliqué que même si cet enfant naissait, je ne voulais pas qu'il porte l'étiquette d'être sans père ou pire, de grandir dans un environnement où il apprendrait la violence d'un père abusif. Avec une voix étranglée, je lui ai dit que bien que cette décision me hanterait pour le reste de ma vie, c'était le choix le plus humain pour l'enfant à naître. La docteure d'âge moyen a laissé échapper un profond soupir. Elle devait avoir vu d'innombrables tragédies dans cette clinique. Mais ma situation dévastatrice a profondément brisé son cœur. Suivant le protocole, elle m'a guidé vers une salle de conseil. Une conseillère de l'âge de ma mère avec des yeux incroyablement chaleureux a tenu mes mains pendant presque 1 heure alors qu'elle écoutait mon histoire, comprenant pleinement et me réconfortant concernant mon choix. Elle a serré mes mains fermement, me disant que la survie et la sécurité de la mère étaient les priorités absolues. Forcer une femme à accoucher tout en étant exposée à une violence menaçant la vie n'était qu'une autre forme d'abus, a-t-elle dit. L'empathie chaleureuse du personnel médical a réussi à recoudre un peu mon âme en lambeaux. Même si ce n'était que légèrement. Je suis retourné dans la salle de consultation. Le formulaire de consentement était sur le bureau, une signature, et je perdrais pour toujours la petite vie dans mon ventre que j'avais si désespérément voulu. Pendant 3 ans. J'ai fermé les yeux et imaginé le petit point d'une échographie dans mon esprit. J'ai demandé pardon des centaines de fois dans mon cœur. Je suis désolé, mon bébé. Je ne pouvais pas te donner un père décent pour te protéger. Je te laisse partir pour que tu ne souffres pas et ne sois pas battu dans cet enfer terrifiant comme moi. Retourne au paradis. J'ai ouvert les yeux. Toute hésitation et tout attachement restant ont disparu. J'ai fermement signé mon nom sur le formulaire de consentement. La signature de ce stylo froid a fermé le chapitre le plus misérable de ma vie et ouvert le chemin pour ma renaissance féroce. Après avoir passé quelques heures branché à une perfusion dans la salle de récupération, je suis retourné à ma location. Tout mon corps semblait aussi lourd que du coton imbibé d'eau, à cause de la douleur dans mes côtes et des crampes post-chirurgicales dans mon bas-ventre. Même un seul pas était agonisant. Espérant regagner un peu de force, je suis descendu dans un café calme au rez-de-chaussée pour boire un thé chaud. J'étais assise à une table d'angle quand j'ai soudain entendu le tap-tap d'une canne. J'ai levé les yeux et mon cœur a chuté. Mon beau-père, Harrison, venait d'ouvrir la porte du café et d'entrer. En seulement quelques jours, il semblait 10 ans plus vieux. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Ses joues étaient creuses et décharnées. Il s'appuyait sur une canne, son corps tremblant. Il devait avoir engagé un détective privé pour traquer ma localisation si obsessionnellement. Dès que nos regards se sont croisés, il s'est lentement approché de ma table. En s'asseyant en face de moi, l'autorité patriarcale qu'il exerçait autrefois, en s'éclaircissant la gorge en tête de la table de salle à manger, avait entièrement disparu. Il m'a appelé chéri et a commencé à supplier à travers ses larmes. Il s'est excusé au nom de sa femme ignorante et de son fils pathétique, suppliant pour mon pardon avant de finalement révéler ses intentions sombres véritables. En frottant ses mains ridées ensemble, il m'a supplié de bien vouloir au moins donner naissance à l'enfant en toute sécurité. Il a dit que ce bébé était le seul espoir de sa famille pour continuer leur héritage. Il a promis de faire agenouiller Margaret et de s'excuser publiquement. Il a même promis de transférer immédiatement un bien immobilier de premier choix en banlieue amont. Non, si je voulais juste avoir le bébé et signer un accord de règlement pour son fils, Julian. J'ai pris ma tasse de thé chaud, pris une gorgée, et regardé droit dans ses vieux yeux cupides, plein d'un vain espoir. Ma voix était complètement dénuée d'émotion, froide et résolue. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Je l'ai clairement informé que j'avais déjà terminé la procédure dans une clinique ce matin. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus de lignée sanguine. Au moment où ces mots sont tombés comme un éclair, les mains de Harrison sont tombées mollement sur la table. Sa canne s'est écrasée bruyamment sur le sol en marbre. Toute la couleur a quitté son visage. Il m'a regardé avec des yeux pleins de terreur et de désespoir. Je ne l'ai pas réconforté. Au lieu de cela, j'ai enfin ouvert la bouche concernant le rôle de spectateur lâche qu'il avait joué les mains derrière le dos pendant les 3 dernières années.
Je lui ai rappelé les dîners innombrables où ma belle-mère me tourmentait et où ses fils brisaient nos biens ménagers. Il était toujours là, pourtant il restait toujours silencieux, mangeant simplement sa nourriture. J'ai souligné que son consentement implicite avait permis l'abus toxique de sa belle-fille. J'ai souligné qu'il était celui qui avait transformé son fils en un monstre qui bat sa femme. J'ai insisté sur le fait que son apathie, valorisant sa petite réputation devant ses parents plus que la poitrine meurtrie de sa belle-fille, était finalement ce qui avait coupé la lignée sanguine de sa famille. Je lui ai crié que ma décision impitoyable aujourd'hui était simplement le prix juste pour les graines que les trois avaient semées ensemble. En entendant cette condamnation qui coupe les os, Harrison s'est complètement effondré, a enfoui son visage âgé dans ses mains, et a commencé à sangloter ouvertement. Des larmes de regret amer mélangées à ses hurlements ont coulé sur la table. Mais son remords tardif n'était rien de plus que du lait renversé. Après être retourné à ma location, je me suis enfermé dans ma chambre, me concentrant sur la récupération de mes forces en mangeant des soupes nourrissantes. J'avais supposé qu'après avoir subi une telle humiliation, mes beaux-parents resteraient morts silencieux jusqu'à la date du procès. Mais j'avais sous-estimé la tromperie inhérente de Margaret. Une fois qu'ils ont réalisé que ni l'argent, ni les menaces, ni les supplications larmoyantes ne pouvaient me faire abandonner les accusations, ils ont commencé à jeter la boue la plus sale sur ma réputation sociale. Un matin calme, un cousin proche m'a urgentement envoyé un lien vers un post sur le forum de conseil relationnel, le plus populaire de Reddit. La photo principale était une photo de studio de notre mariage à Julian et moi. Il avait été écrit par la jeune sœur de Julian, Chloé, en utilisant son vrai nom. Le titre était hautement sensationnel, exposant ma belle-sœur, une chercheuse d'or en peau de mouton. Dans le long post, Chloé jouait le rôle de la sœur dévouée en larmes, inquiète pour son frère innocent qui avait été faussement accusé et envoyé en prison. Elle a inventé une histoire de niveau soap-opéra sur comment je n'avais rien apporté au mariage, étalé l'argent de mes parents, et manqué de respect à ma belle-mère. Le climax de ces mensonges était la revendication malveillante que je m'étais jetée contre une table, pour simuler mes blessures afin de piéger mon mari en tant qu'agresseur et d'extorquer un règlement massif. La partie la plus cruelle et la plus glaçante était la fiction qu'elle a répandue selon laquelle moi, aveuglé par la cupidité et la rancune envers sa famille, j'avais de sang-froid avorté mon précieux petit enfant à naître. Orchestré par Margaret en coulisses. Ce post était habilement emballé avec des preuves circonstancielles fabriquées conçues pour déclencher l'indignation publique. Il s'est propagé à travers divers forums internet et plateformes de médias sociaux à une vitesse terrifiante. Des dizaines de milliers de personnes ignorantes de la vérité ont commencé une chasse aux sorcières contre moi dans des commentaires anonymes. Ils m'ont maudite avec des noms indicibles, m'appelant un monstre avide d'argent et une meurtrière d'enfants. Certains internautes ont même doxé moi, trouvant mes handles de médias sociaux personnels et les inondant de centaines de messages menaçants. En lisant ces posts chargés de malédictions, j'ai ressenti une agonie suffocante. Cela m'a donné des frissons de voir comment des gens qui s'asseyaient autrefois autour de la même table partageant des repas de vacances pouvaient si vivement tenter d'enterrer une personne vivante. Nathaniel m'a appelé immédiatement. Il m'a exhorté à ne cliquer sur aucun post et à maintenir un silence absolu. Il a averti que face à cette mentalité de foule enragée, toute explication ne ferait que verser de l'essence sur le feu. Il a suggéré que nous prenions des captures d'écran de chaque post et commentaire malveillant, les fassions notarisées, et déposions une poursuite pour diffamation cybernétique pour diffusion de fausses informations dès le lendemain matin. Il m'a dit de me couvrir les oreilles et de tenir jusqu'au procès, mais j'ai désapprouvé. J'avais enduré comme une idiote pendant 3 ans. Je n'allais pas me cacher derrière un clavier et rester silencieuse maintenant. J'ai dit à mon avocat que je lutterais à ma manière et que j'éteindrais complètement les flammes de leurs mensonges fabriqués avec la lumière de la vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La douleur dans mes côtes avait diminué, ne laissant qu'un sens froidement aiguisé de la logique. S'il voulait utiliser l'anonymat Internet pour m'enterrer socialement,
J'ai juré d'utiliser cette même portée massive pour exposer les vrais visages dégoûtants de mes beaux-parents à tout le pays. J'ai posté une réfutation sur le forum en utilisant un ton sec et objectif sans aucune supplication émotionnelle ou grossièreté. Reconnaissant que j'étais la belle-sœur chercheuse d'or mentionnée dans le post. J'ai systématiquement démoli chaque mensonge que la belle-sœur avait écrit avec des faits durs. J'ai clairement déclaré que toutes mes actions étaient une légitime défense de soi et des mesures légales pour protéger mon droit à survivre à la violence domestique. Dès le deuxième paragraphe, j'ai joint des preuves photographiques irréfutables. Premièrement, une photo du certificat médical original médico-légal indiquant clairement que mes deux côtes cassées résultaient d'un trauma physique externe sévère. Deuxièmement, des captures d'écran de mon historique de transfert bancaire montrant que j'avais subventionné le style de vie luxueux de Margaret chaque mois pendant les 3 dernières années. De l'argent que je n'avais jamais récupéré, ni même reçu un merci pour cela. Cela a complètement détruit le mensonge que j'étais une chercheuse d'or. Et enfin, le coup de grâce. J'ai posté le lien non édité, non flouté vers les images brutes des caméras de sécurité du salon qui avaient été soumises aux forces de l'ordre. Quiconque cliquait sur la vidéo pouvait entendre les malédictions trashy de ma belle-mère. Mes réponses réprimées, et le plus important, témoigner de la scène horrible de Julien portant son badge d'entreprise, chargeant comme un chien enragé, et claquant sa femme enceinte contre la table de salle à manger. Le craquement écœurant des os se brisant était la preuve ultime de la brutalité de sa famille. Concernant l'avortement, avalant mon cœur déchiré, j'ai laissé seulement une phrase. Aucune mère au monde ne veut volontairement abandonner l'enfant qu'elle porte dans son propre corps. Mais plutôt que d'amener un enfant dans un environnement où il serait frappé par l'homme s'appelant père avant même d'être né, je préférerais porter la croix d'être appelée meurtrière pour le reste de ma vie. J'ai publié le post et les liés directement au même forum qui m'avait diffamé. En moins de 15 minutes, la situation a basculé à 180 degrés. Les images brutes comme une boîte noire ont été un choc absolu pour Internet. Le tsunami d'indignation publique a instantanément changé de direction, fonçant vers mes beaux-parents. Des dizaines de milliers de personnes ont réalisé qu'elles avaient été complètement jouées par le post fabriqué de la belle-sœur. Le post original de Chloé a été bombardé de dizaines de commentaires furieux et remplis de malédictions chaque seconde. Des gens qui m'avaient maudite comme une sorcière hier laissaient maintenant des excuses sincères, louant ma réponse à volonté de faire et mes compétences de collecte de preuves méticuleuses. Des portails d'actualités Internet majeurs et des communautés de droits des femmes ont commencé à partager mon post. Cet incident a explosé en une indignation nationale concernant les problèmes systémiques de violence domestique et de culture toxique des beaux-parents en Amérique. Alors que les viseurs de doxing se tournaient vers elle, une Chloé terrifiée a hâtivement supprimé son post original et désactivé tous ses comptes. Mais le retour de bâton le plus satisfaisant attendait Julien dans sa cellule de détention. Ma directrice m'a appelé urgemment. L'employeur de Julien, une entreprise du Fortune 500, était une institution hautement conservatrice qui valorisait strictement son image corporative et la réputation morale de ses employés. Quand la vidéo d'agression a frappé Fishbowl et d'autres forums anonymes corporatifs sous le titre exécutif dans une grande firme de Chicago est un agresseur domestique. Les RH ont convoqué un comité disciplinaire d'urgence. Cet après-midi-là, Julien a reçu un avis de licenciement pour inconduite grave et implication dans un felony sévère. Ma collision frontale avait complètement pulvérisé leur fragile château de sable. Un mois s'était écoulé depuis que j'avais quitté ce condo suffocant du Gold Coast. Mes côtes, maintenant libérées des bandages de compression, guérissaient lentement. La première date du procès criminel était prévue pour la semaine prochaine. Selon Nathaniel, le père de Julien avait engagé un avocat de la défense hautement puissant et payé une caution massive, permettant à Julien de sortir à peine et de se préparer pour le procès hors détention. Lors d'une soirée printanière précoce fraîche, je suis allé faire des courses dans un grand supermarché près de ma location. Alors que je poussais mon chariot dans l'allée des pâtes, j'ai soudain senti un regard obsédant persistant
Je me suis retourné et ai vu Julien debout près d'une étagère d'exposition à environ 3 mètres. J'ai presque marché droit devant lui, le prenant pour un sans-abri. Son apparence était misérable. Ses cheveux, qu'il gardait toujours lissés en arrière avec de la pommade, étaient gras et emmêlés. Son visage avait rétréci de taille, couvert d'une barbe hirsute. Un pantalon de survêtement étiré pendait lâchement sur sa silhouette émaciée. L'arrogance mesquine d'une élite corporative avait complètement disparu de ses yeux, ne laissant que la peur et le regard misérable d'un homme qui avait touché le fond. En me voyant le regarder, il ne s'est pas soucié de qui regardait. Il s'est approché et a saisi mon chariot. Sa voix, m'appelant chérie, était rauque et tremblante. Il m'a supplié si pathétiquement. Il semblait prêt à tomber à genoux au milieu du supermarché. Il s'est plaint qu'il avait été complètement enterré socialement, perdant son titre corporatif. Coupé par ses anciens camarades d'université, et privé du respect de ses parents. Il a dit que sa famille était en ruine et que ses parents étaient alités avec des maladies induites par le stress. Il a juré que si je signais juste un accord de règlement, il viderait ses comptes de retraite et me donnerait chaque centime. Il a supplié, disant qu'il paierait toute pension alimentaire que je demanderais et vivrait comme un mendiant si je voulais juste l'épargner d'un casier judiciaire de felonie permanent. Il s'est plaint que s'il purgeait une peine dure et devenait un criminel condamné, il ne pourrait jamais vivre une vie normale nulle part en Amérique à nouveau. Je suis resté immobile les bras croisés. Dans mon cœur, il n'y avait pas une once de sympathie, ni même une satisfaction bon marché. Il n'y avait que du mépris profond pour une bête immature qui ne pouvait même pas supporter le poids du désastre qu'il avait créé. J'ai regardé droit dans ses yeux creux et donné un sourire moqueur. Je l'ai froidement congédié, lui disant de ne pas offrir des choses qui ne lui appartenaient même pas comme condition puisque les actifs joints restants allaient être gelés et attribués à moi de toute façon. J'ai touché un air, lui disant que sa situation misérable n'était pas la faute d'une épouse vindicative, mais le résultat désastreux de ses propres problèmes explosifs de gestion de la colère et de l'éducation poubelle que sa famille lui avait donnée. J'ai froidement cloué le cercueil fermé, déclarant que ce que l'on sème, on le récolte. Et que l'enfer social qu'il vivait maintenant n'était rien qu'une goutte dans l'océan comparé à l'agonie qu'il m'avait infligée et à l'enfant qui avait disparu sur une table d'opération sans jamais voir la lumière du jour. Enfin, j'ai parlé fermement. Il n'y aura aucun règlement et aucune clémence. Je te verrai au tribunal de Chicago mercredi prochain. Laissant ces mots derrière moi, j'ai poussé mon chariot devant lui. J'ai laissé mon ex-mari derrière comme des ordures. Debout là au milieu du supermarché comme un épouvantail paralysé avec une expression complètement brisée. Mercredi matin, le ciel de Chicago était étonnamment clair et lumineux. J'ai porté un costume noir net, un maquillage léger. Et suis entré au tribunal avec une posture parfaitement droite et sans plis. À côté de moi marchait Nathaniel, mon bouclier inébranlable. Une atmosphère solennelle remplissait la salle d'audience. J'ai pris mon siège dans la section des victimes, dans la galerie derrière la table de la défense. Les parents de Julien étaient blottis comme des pêcheurs. La main de Harrison tremblait violemment sur sa canne, et son visage était couleur de cendre. L'ancienne Margaret dominante avait son visage enveloppé étroitement dans une écharpe, n'osant même pas tourner la tête dans ma direction. Au lieu de cela, Julien, portant un costume, se tenait devant le juge, tremblant violemment alors qu'il répondait aux questions du juge d'une voix à peine audible. Le contraste frappant entre la femme résiliente qui avait défendu sa propre dignité et la famille, qui s'était détruite elle-même en s'accrochant à une autorité mesquine dominait l'atmosphère de la salle d'audience. L'avocat de la défense hautement payé de Julien a présenté tous les facteurs atténuants possibles. Que le défendeur était un premier délinquant. Son historique de travail stellaire à son emploi précédent. Des références de caractère de sa famille, suppliant désespérément pour une probation. Mais Nathaniel a contre-attaqué immédiatement et vivement. En utilisant les transcriptions et les vidéos. Il a prouvé que la violence n'était pas un événement unique, mais habituel et systématique. Ce qui a vraiment scellé le destin du procès était l'agression impitoyable sur une épouse enceinte.
Sans défense est la conséquence horrible de la grossesse perdue. Les images des caméras de sécurité du condo du 15e étage n'ont laissé aucune place à la clémence du juge américain. Après que tous les témoignages aient conclu, le juge a lu le verdict. La voix du juge a retenti dans la salle d'audience, condamnant fortement la violence secrète perpétrée au sein du sanctuaire du foyer et réprimandant sévèrement la cruauté du crime et les dommages physiques et psychologiques irréversibles infligés à la victime. Le tribunal a condamné le défendeur, Julian, à 18 mois de prison d'État et a ordonné qu'il soit pris en custodie immédiatement. Dans les procédures civiles et de divorce subséquentes, le tribunal a statué parfaitement en ma faveur, reconnaissant que la faute pour la rupture du mariage incombait entièrement au mari. Un divorce immédiat a été accordé. Le condo du Gold Coast a été confirmé comme ma seule propriété prémaritale. De plus, reconnaissant mes contributions, plus de 90% des 300 000 $ dans les comptes joints gelés m'ont été attribués. En plus de cela, le côté de Julian a été ordonné de payer un supplément de 50 000 $ pour couvrir toutes mes factures médicales et dommages punitifs. Bang, bang, bang. Le coup du marteau du juge a mis un point parfait sur mon cauchemar de 3 ans. Au moment où la sentence a été prononcée, Margaret s'est effondrée sur le sol dans la galerie, hurlant « Oh, mon bébé !» Harrison s'est affaissé sur sa canne, figé, raide. Les huissiers ont saisi un Julian pâle et terrifié par les bras et lui ont mis des menottes avant d'être traîné pour être enfermé. Il a regardé en arrière vers moi avec des yeux vides, incapable même de rassembler du ressentiment. Mais le train avait déjà quitté la gare. Je me suis levé, et redressé mon costume. Et ai partagé une poignée de main profonde et reconnaissante avec Nathaniel. En sortant de la salle d'audience, j'ai senti l'énorme poids qui écrasait mes épaules simplement s'évaporer. La justice avait prévalu. La bête avait payé pour ses crimes. J'étais enfin une femme parfaitement libre. 3 jours plus tard, je suis retourné à mon condo du Gold Coast, accompagné des adjoints du shérif. Mes beaux-parents, qui avaient reçu un avis d'expulsion, emballaient leurs affaires pour déménager vers une location bon marché en périphérie de la ville. Leur tête était baissée. Alors que j'entrais dans l'entrée, Margaret traînait ses derniers sacs. Au moment où elle m'a vu, elle a sursauté de terreur, n'osant même pas croiser mon regard ou proférer une insulte. Les yeux de la femme qui agissait autrefois comme la reine du château étaient maintenant terrifiés, comme ceux d'un chien battu. Et son visage avait vieilli drastiquement en celui d'une vieille femme frêle. En regardant les 2 vieillards être misérablement expulsés de ma maison cosy, je n'ai ressenti pas une once de pitié. C'était une justice poétique. Leur cruauté archaïque et leur apathie lâche avaient brisé leur propre héritage. Slam. La porte d'entrée s'est fermée, et j'ai été laissé seul dans le salon vide. Le sol, la table de cuisine. Chaque coin de la maison ramenait des souvenirs de l'abus et de la violence épuisant des 3 dernières années. J'ai réalisé que je ne pourrais jamais faire un nouveau départ dans cet espace taché de sang. J'ai immédiatement contacté un agent immobilier que je connaissais et leur ai demandé de lister le condo pour une vente rapide, même si cela signifiait prendre une légère réduction en dessous de la valeur marchande. L'endroit s'est vendu en quelques jours. Et j'ai proprement coupé tous les liens que j'avais avec cette ville cruelle. En même temps, une nouvelle porte d'opportunité s'est ouverte à mon entreprise. Valoriser hautement le professionnalisme inébranlable et les compétences de gestion de crise que j'avais démontré même pendant la pire crise personnelle. Les cadres de l'entreprise m'ont offert une promotion exceptionnelle au poste de directrice régionale pour un nouveau projet à Honolulu, Hawaï, avec une augmentation massive de salaire. Sans une seconde pensée, j'ai signé la lettre d'offre. Hawaï avec ses océans bleus était le sanctuaire parfait et le point de départ pour l'AVM. Cicatrice et commencer une vie complètement nouvelle. Le jour où j'ai quitté Chicago, j'ai jeté mes vieux vêtements ternes et porté une robe printanière jaune vif. En entendant la nouvelle, mes parents avaient volé de Charleston avec des amis proches pour me voir partir à l'aéroport international OR. Ma mère m'a serré fermement dans ses bras.
les yeux larmoyants en me disant de bien manger et de ne regarder que de belles choses à partir d'eux. Maintenant. Mon père a souri brillamment, disant qu'il était plus fier que quiconque au monde de sa fille qui avait traversé une tempête brutale et s'était protégée. Après avoir passé la sécurité, je me suis dirigé vers ma porte d'embarquement. L'avion a rugi sur la piste et m'a tiré haut dans le ciel. Assise près de la fenêtre, j'ai regardé la ligne d'horizon grise de Chicago et la rivière Chicago sinueuse devenir plus petite en dessous de moi. Cette ville était l'endroit où j'avais enterré l'innocence naïve et les larmes sanglantes de mes 20 ans. Mais en même temps, c'était l'endroit qui m'avait forgé en une femme d'acier qui pouvait se défendre contre toute menace dans le monde. Je me suis adossé au siège et ai fermé les yeux. Pour la première fois en 3 ans, le sourire le plus heureux, le plus sincère et le plus parfait s'est étalé sur mes lèvres. Dehors la fenêtre, le soleil printanier éblouissant brillait chaleureusement sur mon visage. Un nouveau voyage libre et fier, sans violence, sans interférence, et sans larmes m'attendait. J'étais parfaitement prête à vivre cette vie entièrement pour moi-même. Joyeusement et selon mes propres termes, simplement sous mon propre nom, Audrey. En clôturant cette histoire larmoyante mais triomphante d'Audrey, nous apprenons une vérité amère. La pression sociétale dépassée souvent imposée à de nombreuses familles selon laquelle endurer est une vertu n'est absolument pas la clé pour protéger le bonheur d'une famille. C'est particulièrement vrai quand quelqu'un piétine votre dignité au nom de la famille ou du chef de famille. La vie se plie finalement vers la justice et les mauvaises actions paieront inévitablement un lourd prix sous le poids de la loi et de la société. Cette histoire sert de rappel à toutes les femmes se tenant au bord d'une falaise qu'elles doivent être fortes et indépendantes et qu'elles doivent toujours savoir comment se défendre résolument dans les limites de la loi avec des preuves en fer. N'ayez pas peur de claquer résolument la porte sur des relations pourries parce que seulement quand vous brisez les chaînes du passé qui vous consument pouvez-vous ouvrir grand la porte à votre propre demain. Un où vous êtes vraiment heureuse, entièrement libre, et éblouissante de radiance.